Nouveau numéro du journal de bord, aujourd'hui déjà le 300e numéro. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Et bonjour Marie. Bonjour. Alors en août 2005, souvenez-vous, Alain Vizier et moi-même vous proposions ce rendez-vous hebdomadaire. Vous êtes alors le premier homme politique français à se tenir à un tel rendez-vous à un rythme régulier. Depuis 299 numéros hebdomadaires ont passé, on a donc manqué très peu de semaines au final. Et aujourd'hui, le moment est venu de la 300e. Alors nous vous proposerons la semaine prochaine un questionnaire chinois pour marquer un petit peu un portrait chinois pour marquer un petit peu le coup. Cette semaine, on va vous parler d'actualité avec Marie. On commence par toi. Alors on commence par cette bonne nouvelle qui vient laver votre honneur. Robert Bourgi a été condamné pour diffamation pour vous avoir imputé d'avoir reçu de l'argent sale venant d'Afrique. Et en effet, le porteur de valise de M. Chirac, faisant un petit nuage de fumée pour cacher sans doute les valises qu'il apportait à M. Sarkozy, a dit « Mais Le Pen aussi en reçoit, en a reçu ». Alors je l'ai attrait devant le tribunal correctionnel, qu'il a sévèrement condamné, il faut le dire, puisqu'il a été condamné à 1 000 € d'amende et 5 000 € de dommages et intérêts. Et par conséquent, j'ai considéré que là, l'affaire avait été claire. Je rappelle tout de même à nos auditeurs que sur 40 ans de vie politique, j'ai gagné plus de 120 procès en diffamation. C'est dire que j'ai été diffamé toute ma vie et que je continue à l'être d'ailleurs, y compris par des gens qui se donnent les gants de l'objectivité, comme les auteurs du livre Péan et Cohen. Ce livre auquel j'ai contribué, puisque croyant à la bonne foi de M. Cohen et à son talent de journaliste, je me suis trompé sur les deux sujets, j'ai participé 12 fois, je crois, à des entretiens, j'ai répondu à toutes les questions qu'on m'a posées, j'ai donné tous les éclaircissements possibles, je n'ai évidemment pas répondu aux questions qu'on ne me posait pas. Et je constate que le résultat est on m'exonère en quelque sorte des diffamations politiques qui ont été portées toute ma vie contre moi, mais en revanche on dresse un portrait que je trouve assez scandaleux de ma personne. Je ne me reconnais pas dans le personnage assez odieux décrit par messieurs Cohen et Péan, et c'est la raison pour laquelle je les invite eux aussi au tribunal correctionnel de façon à justifier les affirmations qu'ils portent, en particulier celles qui disent qu'il y a un rapport trouble entre Le Pen et l'argent. Le rapport que j'ai avec l'argent est extrêmement clair. Et comme l'a rappelé Marine, s'il y a eu un mouvement du Front National et de Jean-Marie Le Pen, c'était plutôt de Jean-Marie Le Pen vers le Front National que l'inverse. Alors on parle international maintenant avec l'Afrique du Nord. François Hollande se rendra cette semaine en Algérie, sans doute pour faire acte de repentance. Qu'est-ce que cela vous inspire 50 ans après? Écoutez, cette séance de Salam Alek qui va sans doute se produire à Alger est quelque chose d'assez navrant, et j'ai les plus grandes craintes de voir une fois de plus les représentants de la France s'humilier devant des gens qui ont été des terroristes, qui n'ont pas battu l'armée française, contrairement à ce qu'ils disent et qu'ils croient peut-être, et qui ont installé dans ce pays un système à la fois de rigueur et de misère, les deux choses allant de pair, et je ne vois pas la raison pour laquelle le président français va honorer M. Bouteflika de sa visite. Alors, bien entendu, vous avez été tenu au courant de la tuerie abominable dans une école du Connecticut aux États-Unis. Qu'avez-vous éprouvé? Oui, écoutez, je crois qu'on essaie de créer un faux débat sur la législation sur les armes aux États-Unis. Ce n'est pas les armes qui tuent, ce sont les hommes qui sont derrière. Et il est vrai qu'il n'y a pas besoin de gratter très fort pour quelquefois trouver la bête sous l'homme. Cette tuerie est un phénomène qui est assez particulier aux États-Unis. Dieu merci, jusqu'à présent, même avec l'aide du cinéma d'Hollywood, ça n'est pas arrivé jusqu'en Europe. Mais j'espère que ça n'arrivera pas. Mais il faut savoir que la société américaine est une société beaucoup plus violente que la nôtre. Et je rappelle qu'il y a 2 200 000 personnes en prison aux États-Unis, n'est-ce pas? C'est dire que la sécurité y est défendue avec beaucoup de fermeté, ce qui n'est pas le cas chez nous, malheureusement.
Enfin, on déplore évidemment ces choses-là, mais supprimer les armes en espérant que cela supprimera les crimes, ça me paraît être une utopie. Il suffirait à ce moment-là de boucher les ravins, de façon à ce que les cars ne tombent pas dedans, et d'arrêter les rivières pour qu'on ne s'y noie pas. Merci. Il y a un sujet polémique. Gérard Depardieu est d'ailleurs dans le viseur en ce moment. L'acteur français s'est expatrié en Belgique, a rendu son passeport français. Que pensez-vous de tout cela? Depardieu est un grand acteur, incontestablement, qui bénéficie financièrement de son travail et de son exceptionnel talent, et qui voudrait protester contre la façon absolument injuste dont on traite les gens qui se donnent du mal ou qui réussissent. Néanmoins, la manière dont il le fait me paraît très critiquable. Elle s'apparente à mes yeux à une désertion. Si M. Depardieu veut combattre le système qui installe une telle dictature fiscale, eh bien, il devrait soutenir le Front National. Il devrait se battre en France, dans son pays, n'est-ce pas? Et ne pas attendre que M. Jamel Debbouze, qui affirme, lui, ne jamais partir de France, eh bien, de revient, Gérard, disait Debbouze à la télévision hier. Je crois qu'il n'aurait pas dû partir. C'est un mouvement d'humeur, j'espère, mais je crois qu'il doit se battre contre le système fiscal qui est imposé à tous les Français, et pas seulement à lui. Alors après les 3 élections législatives partielles du week-end dans des circonscriptions pourtant traditionnellement très UMP, la grogne de certains députés socialistes. Ils demandent à François Hollande de remettre les questions économiques et sociales en tête des priorités. Est-ce qu'il peut le faire, ça? Oui, cela irait de soi, mais un petit mot d'abord sur l'UMP, qui pousse des cris triomphalistes parce qu'ils ont remporté 3 élections. Ils sont arrivés, oui, mais en quel état? Avec des taux de participation dérisoires, 80% ou 70%, ce qui prouve tout de même la désaffection du peuple français pour les institutions républicaines, ce qui est tout de même assez compréhensible. C'est une réaction de bon sens, puisque sans le savoir, ils pressentent que l'Assemblée nationale n'a pas de pouvoir. Et en effet, 4/5 des lois qui sont faites, appliquées en France, ne sont pas votées par le Parlement français, mais viennent de Bruxelles. C'est la dictature de Bruxelles qu'il faut combattre. Et ça n'est pas, bien sûr, en s'abstenant qu'on la combattant, c'est en votant pour le Front National. Malheureusement, les électeurs du Front National ont le même réflexe que les autres. Ils préfèrent rester chez eux quand ça ne leur paraît pas absolument mobilisant. Donc, on l'a dit, le principal vainqueur de ces 3 partiels, c'est l'abstention. On a vu également qu'il y avait 3 députés UMP qui étaient sortants et qui ont été reconduits tout simplement. Pas tout à fait les mêmes, non. Non. Monsieur Plagnol n'a pas été reconduit, il a été battu par un de ses concurrents de droite. Alors, la hausse annoncée du RSA de 10% en 5 ans, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est un bon message envoyé à l'économie? Non, mais c'est un thermomètre. C'est que si le RSA augmente dans des proportions telles, c'est parce que la misère en France progresse, comme elle progresse d'ailleurs partout dans le monde, ce qui laisse prévoir d'ailleurs un avenir assez catastrophique, parce que on risque de voir par pans entiers, comme des glissements de terrain, des glissements de population se produire, et surtout pour nous qui ne sommes pas protégés et dont les frontières sont ouvertes, la possibilité de voir arriver chez nous par millions ou dizaines de millions des gens avides de trouver une situation moins mauvaise que la leur. Et évidemment nous soumettre à une véritable tyrannie dans notre propre pays. Il est temps de se mobiliser, il n'est que temps. Vous êtes un des seuls politiques qui croit réellement à la valeur travail. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt aller dans ce sens-là? Oui, mais j'ai l'impression, depuis 50 ans, que les politiques en France se sont bornés à appliquer l'inverse de ce qu'ils croyaient être la devise du diable, travail, famille, patrie. Autrement dit, on a combattu le travail, combattu la famille, combattu la patrie. Ça ne me paraît pas être la bonne solution. Alors la famille, justement, Marie. Oui, alors justement, ce samedi, à Paris, 60 000 personnes, au dire des organisateurs, ont défilé dans Paris en faveur du mariage homosexuel.
Le mariage pour tous, ont-ils dit. Qu'en pensez-vous? Mais ça me paraît assez artificiel comme manifestation, parce qu'on a sans doute craint que les partisans du mariage homosexuel soient trop peu nombreux, et les syndicats, on ne voit pas très bien ce qu'ils viennent faire là-dedans, Oui. ont mobilisé pour soutenir une action dans le fond, qui est une action de soutien politique au gouvernement à travers l'affaire du mariage homosexuel. Alors dans ces conditions, je crois que le Front National doit participer activement à la contre-manifestation pour montrer que la rue appartient à celui qui y descend et que par conséquent les Français, les nationaux ont aussi leur mot à dire sur ce sujet. Je n'y serai pas, je m'en excuse, car je serai moi à Nantes à ce moment-là où j'ai une réunion, mais si j'avais été à Paris, j'aurais participé certainement à cette manifestation. Donc vous encouragez les Français le 13 janvier prochain Tout à fait. à rejoindre la manifestation. Et je pense que le Front National va lancer un ordre de mobilisation qu'il n'a pas encore lancé pour l'instant. Alors vous étiez ce week-end à Marseille, vous avez animé une réunion qui a eu un certain succès quand même. Oui, mais écoutez, il y avait un déjeuner débat où il y avait 300 places, il y avait 300 déjeuneurs. Oui. Donc c'était un grand succès, et surtout il y avait une ambiance exceptionnelle de chaleur, non pas seulement d'affection, parce que c'est un trait caractéristique des publics Front National, c'est qu'il y a une dimension affective que je ne vois pas dans les autres mouvements politiques. Et c'est ce qui fait notre particularité, je crois, et ceci est très sympathique, surtout en cette période de l'année. Et donc Stéphane Ravier, tête de liste à Marseille. Alors Stéphane Ravier, qui est jeune, sera le candidat tête de liste, puisque ce sont des élections par secteur, comme vous savez, mais il sera le candidat symbolique, emblématique de la ville de Marseille. Il a la pugnacité qu'il faut pour cela, et le passé militant. Alors d'après le calendrier Maya, vendredi prochain, 21 décembre, c'est la fin du monde. Et beaucoup de gens y croient dur comme fer. Et vous, Jean-Marie Le Pen? Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mais dans ta valise, une simple chemise. Pour la fin du monde, pas de vêtements. Tu vois, il est temps. Viens voir un peu l'autre côté de la montagne. Et oh, viens voir un peu l'autre côté. Bam, 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 bam. Bon, vous ne croyez pas. D'accord. La pauvre conne de la semaine? Oh, alors là, c'est la Brissac. C'est la Brissac parce que, à mon avis, elle ne doit plus pouvoir s'appeler Herzog, puisqu'elle a attaqué dans des conditions scandaleuses son vieux papa, qui vient de mourir d'ailleurs, un héros français, Maurice Herzog, vainqueur de l'Annapurna, dont la fille a cru devoir écrire un livre qui s'appelle Le Héros, dans lequel elle s'efforce de salir la réputation de son père. Je trouve ça tellement ignoble que j'ai hésité à lui donner le titre de pauvre conne, parce que dans pauvre conne, dans pauvre, il y a quelque chose, une commisération que je n'éprouve pas du tout pour cette parricide morale. Oui. On parlait de la famille tout à l'heure, une des fêtes traditionnelles c'est Noël, bien sûr, avec ce sapin d'ailleurs qui est à côté de nous. Un petit message peut-être? Eh bien écoutez, de tout cœur, c'est la véritable fête, c'est la grande fête de la famille, c'est aussi la grande fête de la Légion étrangère. C'est à ce moment-là qu'on se remémore les souvenirs de son enfance et qu'on se sent de plus nécessaire que jamais les sentiments qui vous unissent à ceux qui sont les plus proches et en particulier ceux dont on vient ou ceux qui viennent de vous. Alors à tous, joyeux Noël! Joyeux Noël, on se retrouve la semaine prochaine, donc Joyeux vendredi 28 décembre, et on fera un portrait chinois, voilà, pour marquer la 300e. Merci.